bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une façon un peu différente, plus douce peut-être, d'aborder les katakana japonais. Hmm, On s'inspire pour ça d'un guide «Maîtriser les katakana par les mots quotidiens». Alors, l'idée, c'est qu'après les hiragana, bon, les katakana, c'est l'étape suivante, c'est assez essentiel pour le japonais moderne, Oui, tout à fait. et on va essayer de voir comment rendre ça plus fluide, plus naturel, en utilisant des mots, les mots qu'on croise tous les jours en fait. Exactement. C'est une bonne approche parce que si on se souvient, pour les hiragana, on avait utilisé un peu les noms de célébrités, des choses comme ça. Oui. Là, les katakana, c'est différent. Leur rôle, c'est vraiment souvent lié à ce qui vient de l'étranger ou à la modernité. Ils transcrivent les mots d'emprunt. Ah oui. Ben oui. Pensez par exemple à computer pour ordinateur, D'accord. ou alors coffee pour le café. Mhm. Ou même pasta, les pâtes. Ce Mhm. sont des sons qui souvent nous disent déjà quelque chose. Oui, c'est vrai que présenté comme ça semble moins intimidant, peut-être. Quelle est leur importance réelle, alors, dans la langue de tous les jours, d'après la source? Alors, la source insiste beaucoup sur leurs usages principaux. D'abord, évidemment, les mots empruntés aux langues étrangères. On a dit café, mais il y a Internet, par exemple. Mhm. On les voit partout pour la nourriture, les boissons qui viennent d'ailleurs. Les noms propres aussi, les noms de personnes étrangères, de lieux. Et puis, bien sûr, tout ce qui est technologie, science, marque. D'accord. C'est un système en fait qui permet d'intégrer visuellement et aussi au niveau du son ce qui est nouveau ou ce qui vient de l'extérieur. On réalise du coup qu'on est tout le temps, enfin souvent, en contact avec des choses qui s'écriraient en katakana au Japon. C'est ça. Quand on pense à ce qu'on mange, aux appareils électroniques. C'est comme si une partie du vocabulaire était déjà là, accessible. C'est tout à fait ça. Et c'est justement ce constat qui est un peu au cœur de la méthode que propose notre source. Ah, intéressant. Et comment cette méthode utilise cette familiarité justement? L'approche, c'est de mémoriser les signes katakana en les reliant directement à des mots très courants, surtout des aliments, des boissons, des objets, souvent des emprunts justement. D'accord. Et ça marche bien parce que non seulement on connaît déjà le sens de ces mots, mais en plus leur prononciation en japonais est souvent assez proche de l'original. Donc l'apprentissage, il se fait sur quelque chose de déjà connu de notre quotidien. C'est une approche qui paraît assez, oui, intuitive, Hmm. basée sur le vécu. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets, tirés de la source? Bien sûr. Par exemple, on a déjà dit koshi, le café. Oui. Il y a aussi pan, ça veut dire pain. C'est intéressant parce que ça vient du portugais à l'origine. Ah oui. On a aussi cheese pour le fromage, wine, le vin, ou encore keiki pour gâteau. Et on imagine bien aussi salada pour la salade, oui. Pizza pour la pizza. On voit bien le lien, oui. Tout à fait. Et on peut ajouter milk, le lait, et même ice cream pour la crème glacée, la glace. Hmm. Rien qu'avec cette petite liste, finalement, on commence déjà à voir pas mal de signes katakana, et ça se fait presque sans avoir l'impression de faire un gros effort. C'est vrai que c'est une perspective assez douce, oui, d'apprendre un système d'écriture en parlant de choses aussi banales finalement. Comment la source suggère de structurer cette pratique alors? Elle propose une méthode assez progressive, par petites touches en fait. Par exemple, apprendre quelques mots chaque jour, peut-être par thème pour que ce soit plus simple. D'accord. 4 ou 5 aliments un jour. Disons koi, pain, cheese, salade. Ok. Le lendemain, on passe aux boissons, voin, milk, et puis peut-être biru, la bière. Ensuite, quelques plats, comme pizza ou carré, le curry. L'idée, c'est de couvrir l'essentiel, les katakana de base. Il y en a une cinquantaine. En une semaine ou deux, ça peut se faire. Et de façon assez ludique sans que ça devienne lourd. Et j'imagine qu'après la mémorisation, l'étape clé, c'est de les reconnaître, activement, dans leur environnement. Exactement. C'est l'application qui est super importante pour que ça reste. Essayer de déchiffrer un menu, par exemple, dans un resto japonais, repérer ramen, ou même juste le mot menu. Ah oui, regardez les emballages des produits importés qu'on peut trouver. On les voit aussi beaucoup dans le numérique, hein. Mail pour email, interneto pour Internet. Donc il s'agit vraiment de passer de cette reconnaissance un peu passive à une compétence plus active. On comprend mieux comment ça ouvre des portes, oui. C'est tout à fait ça. Savoir lire les katakana, ça facilite vraiment énormément la compréhension du japonais écrit, celui qu'on rencontre tous les jours dans un contexte moderne. C'est comme un accès direct à une grande partie du vocabulaire d'aujourd'hui. Donc pour résumer un peu l'approche de notre source, apprendre les katakana, ça peut devenir plus simple, plus agréable, si on part de ces mots étrangers qui nous sont déjà familiers.
Surtout ceux de la nourriture, du quotidien. C'est une méthode qui mise sur la connexion, la reconnaissance. C'est ça, c'est l'idée principale. Et la valeur de cette compétence, elle est vraiment importante. Ça permet de décoder plein de choses de la vie moderne au Japon, les menus, les produits en magasin, le web, la technologie. C'est un vrai pont vers le japonais d'aujourd'hui. Ça donne une perspective assez encourageante, c'est vrai. Pour finir, peut-être une petite pensée inspirée par tout ça. Et si on faisait un peu attention aux mots d'origine étrangère qu'on utilise ou qu'on voit aujourd'hui? Hmm. Le nom de notre café préféré, une marque d'électronique, combien de ces mots pourraient s'écrire en katakana? C'est peut-être une façon de regarder notre propre langue un peu différemment, à la recherche de ces points invisibles vers le japonais.